Je vais vous dire une chose, l'actualité politique nous emmène dans une forme d'entonnoir. On sent ça en cette fin d'année. Il ne faut pas cligner des yeux, comme on dit, ou baisser son niveau d'attention trop longtemps parce qu'on en perd le fil. Ou encore, on se tourne vers nos panélistes qui sont là pour tout voir, tout savoir. Bonsoir Véronique, bonsoir Louise. Bonsoir. Bonjour à vous deux. Quand je disais cligner des yeux, dans l'espace d'une pause publicitaire, il y a du changement au PLQ, Véronique. Ça vient d'arriver. La députée de Chamédé, Sona Lacoyan-Olivier, est exclue du caucus. Explication, s'il vous plaît. Oui, c'est le temps que la commissaire à l'éthique mène son enquête. Donc, une commissaire qui mène, puis là, je vais vous lire une partie du communiqué parce que c'est vraiment tout chaud, là. On dit que l'enquête va porter sur l'utilisation des ressources mises à la disposition du bureau de circonscription de Chamédé à des fins partisanes à l'occasion de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en français, c'est-à-dire que vous savez que l'argent, le budget de l'Assemblée nationale qui est prévu pour les députés et pour leur bureau de circonscription, ça doit servir exclusivement à des fins de travail à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les budgets, c'est pour engager, par exemple, des employés qui vont aider les députés dans leur travail, mais ça ne doit en aucun cas servir à des activités du parti. Donc, ça ne peut pas servir à des activités partisanes. Dans un cas comme celui-là, c'est le parti qui doit payer. Donc, est-ce qu'on a eu une situation, par exemple, et on l'a déjà évoqué dans la crise qui secoue le Parti libéral, est-ce qu'on a pu ici avoir une situation où des ressources, ça a été un peu flou, puis on a utilisé, par exemple, des employés qui étaient normalement dédiés à l'Assemblée nationale pour la course à la chefferie? Est-ce que leurs heures ont bien été comptabilisées? Est-ce que leur salaire a bien été départi selon, justement, le travail qu'ils effectuaient à ce moment-là? La ligne, elle est parfois très mince. Il y a d'autres partis dans le passé qui se sont retrouvés aux prises là, avec des enquêtes similaires, mais c'est sûr que c'est une goutte de plus là, pour Pablo Rodriguez, qui vit déjà beaucoup de difficultés depuis l'exclusion aussi de sa chef parlementaire, Marois Risky, et le congédiement de sa chef de cabinet, Geneviève Hintz. Et vous savez quoi, Véronique? Je disais à la blague avec Louise, il y a quoi, 5 minutes, Louise? Ouais, vous étiez dans la salle de nouvelles. C'est particulier. Ce soir, au panel, on ne parlera pas de la crise au PLQ de Pablo Rodriguez. Et voilà. Et voilà qui vient de tout changer. Sinon, aujourd'hui, votre journée, tiens, parlons-en. Les médecins, on rompt les négociations, on recommence à se parler, puis la définition de la loyauté de Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, je vais essayer de ne pas prendre tout le temps du panel pour laisser Louise parler. C'est comme Donc, ça. pour ce qui est des médecins, premièrement, il y aura une deuxième rencontre entre le président de la Fédération des médecins omnipraticiens et le premier ministre Legault, justement après qu'ils aient décidé de quitter la table aujourd'hui. Et pourtant, ça faisait seulement une semaine qu'ils étaient revenus parce qu'ils avaient eu une première rencontre avec le premier ministre. On a l'impression de revenir un peu à zéro. Et c'est pas pour un geste d'apaisement, là, cette rencontre-là, cette deuxième rencontre. Le geste d'apaisement, il y a eu lieu il y a une semaine quand il y a eu cette première rencontre. C'est encore une fois pour calmer le ton. On a vraiment l'impression de repartir encore à zéro dans ce dossier-là. C'est la loi 2 encore qui déplaît aux médecins omnipraticiens, mais le gouvernement reste ferme sur les principes. Il faut qu'il y ait un changement de mode de rémunération. Un petit mot sur Paul Saint-Pierre Plamondon, là. Je vais résumer ce qui s'est passé. Il s'est fait vraiment critiquer là, pour ses propos sur X. Là. Il a écrit, je vais quand même le citer, là, la vacuité intellectuelle et l'aplaventrisme d'une partie substantielle du milieu culturel québécois sont franchement gênants. J'ai honte. Il a dit ça après que des représentants du milieu culturel aient salué la nomination du nouveau ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, Mark Miller. Donc, aujourd'hui, il a dû s'excuser en partie, je vais dire en partie, là, parce qu'il dit « je m'excuse pour mon style direct », mais grosso modo, il va rester comme ça parce que c'est ce qui fait son succès, selon lui, dans les sondages, et il veut garder cette constance et ne pas reculer d'ici les prochaines élections. Louise, on va permettre à Véronique de prendre son souffle, parce que là, je m'en viens à vous. Cette semaine, vous avez eu la tête dans les chiffres. Oui. C'était le budget de la Ville de Québec. Et ce qu'il y a de particulier de ce budget-là, c'est que c'est un budget qui pourrait être l'année avant une élection. Or, il est à l'an 1 d'une nouvelle administration Marchand. Oui, on est dans la continuité, hein, la Ville de Québec, peu importe où on se positionne dans le temps, évidemment, parce qu'il y a un cadre financier à la Ville de Québec depuis 2011, et c'est ça qui dicte le cadre à suivre pour la suite des choses, et la Ville le respecte d'année en année, donc il n'y a pas tellement de surprises. Mais néanmoins, le directeur général de la Ville avait pris soin de porter une cravate noire cette semaine pour l'occasion. Il nous a dit que c'est en raison du contexte difficile et parce que ça a été un budget difficile à boucler.
Difficile parce que la Ville a dû faire des choix. Pour une première fois depuis longtemps, on est allé jouer dans les services. Hein. On annule certains services, des patinoires, entre autres choses, puis on reporte dans le temps certains projets parce qu'on n'a pas assez d'argent. Difficile parce que pour boucler son budget, la Ville, elle a dû faire des compressions de 47,5 millions de dollars dans son appareil municipal, mais aussi aller puiser dans ses surplus accumulés à l'ordre de 35 millions de dollars. Donc, c'est presque 85 millions de dollars qu'il a fallu aller chercher pour boucler le budget. Difficile parce que la Ville nous dit, écoutez, nous, on est exemplaires, on est rigoureux, on fait nos devoirs, on utilise tous les outils qu'on met à notre disposition pour aller chercher des revenus supplémentaires. Et notre partenaire à nous, le gouvernement du Québec, il n'en fait pas assez. Et cette déclaration-là, elle a eu des résonances aujourd'hui à Lévis parce que M. Marchand rencontrait M. Blaney pour la première fois. Il a dit, écoutez, nous aussi, on a des problèmes avec nos infrastructures. Et au RTC aussi, le budget qui a été déposé par mégarde, là, on comprend que le RTC retire complètement le dossier d'électrification parce qu'ils disent, nous, si le gouvernement du Québec ne s'engage pas à le financer, on ne veut pas être pris avec la dette. Vos mondes se sont croisés un peu cette semaine, hein, Véronique et Louise, parce que François Legault s'est déplacé à l'Hôtel de Ville de Québec pour rencontrer Bruno Marchand. Et c'est là, en tout cas par la suite, qu'on a compris, Véronique, que le tracé du troisième lien qu'on croyait définitif est loin d'être définitif. Oui, mais en même temps, j'ai trouvé que les messages étaient contradictoires. Parce que vous aviez M. Legault qui se disait ouvert à des compromis et tout ça. Puis après ça, son ministre des Transports, Jonathan Julien, dit non, non, on va pas revenir en arrière. Donc, il souffle un peu le chaud et le froid. Mais c'est sûr que la dynamique, elle est très différente à ce moment-ci pour M. Legault, qui est à la fin de son deuxième mandat, qui est très impopulaire dans les sondages, versus Bruno Marchand, qui vient d'en remporter un deuxième avec un mandat assez fort à 50 %. Donc, c'est sûr que M. Legault doit avoir l'appui de Bruno Marchand. Il n'est pas dans une position pour avoir une confrontation. À ce moment-ci, il faut qu'il réussisse finalement à trouver des compromis pour plaire aux maires sans avoir l'air de reculer. Puis c'est ça son gros défi. Oui, puis en même temps, c'était intéressant de voir M. Legault être un peu surpris de la victoire qu'il a qualifiée de facile de M. Marchand aux dernières élections. On sentait plus dans une opération chambre, comme disait Véronique, pour se chercher un allié et de voir toute son admiration devant la victoire. Là, ça en disait long sur qui est en selle en ce moment et qui l'est moins. Mais sur le fond du troisième lien, c'est vrai que M. Legault a un peu brouillé les cartes. C'est vrai qu'il a été remis à l'ordre par son ministre en disant on garde le même corridor et les deux mêmes tracés. Sauf que la marge de manœuvre pour convaincre M. Marchand, elle est mince. M. Marchand a déjà balayé du revers de la main un des deux tracés. Pour ce qui est du deuxième, il n'y a pas beaucoup de marge là non plus, parce qu'imaginez un tracé qui arrive sur Robert Bourassa, à un carrefour où il y a déjà beaucoup de circulation le matin et le soir. Le gain pour Québec, ça va être ça la question du maire Marchand, puis pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mesdames, merci. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière. Sans faute. Au revoir.